VOA Afrique. Content de vous retrouver pour un nouveau numéro de Washington Forum. Jacques Aristide avec vous. Cette semaine, nous braquons les projecteurs sur le coup militaire au Zimbabwe. L'armée a pris le pouvoir à Harare, mais dément avoir fomenté un coup d'État. Robert Mugabe, le plus âgé des chefs d'État dans le monde, a été placé en résidence surveillée. Que sait-on de cette intervention militaire? Est-ce le début de la fin du long règne de Mugabe? La montée en puissance de son épouse Grace a-t-elle contribué à la crise? Au bout du compte, quelle en sera l'issue pour ce pays autrefois prospère, mais aujourd'hui réduit à la pauvreté? Des éléments de réponse à venir. Bienvenue et mille merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Des agences de presse rapportent ce jeudi que Robert Mugabe refuse de démissionner avant les élections prévues l'an prochain, alors qu'une médiation est en cours au lendemain du coup de force inédit de l'armée zimbabwéenne. Les militaires maintiennent qu'il s'agit d'une opération menée contre les criminels dans l'entourage du président. Mais ces bouleversements interviennent dans un climat de tension pour la succession du dirigeant de 93 ans, le seul qu'ait connu le pays en 37 ans d'indépendance. Le fil des événements avec Dili Dikou. Mercredi matin, Le Monde apprenait que l'armée zimbabwéenne a placé le président Robert Mugabe en résidence surveillée. Dans la nuit de mardi à mercredi, des officiers ont annoncé à la télévision nationale être intervenus pour éliminer les criminels qui entourent le chef d'État âgé de 93 ans. Ils démentent toute tentative de coup d'État. Le président de la République du Zimbabwe, commandant en chef de l'armée zimbabwéenne et sa famille sont en sécurité et ils se portent bien. La présidence sud-africaine a indiqué que Robert Mugabe a affirmé au téléphone à son homologue Jacob Zuma qu'il était détenu à son domicile par l'armée, mais qu'il allait bien. Au nom de la communauté de développement d'Afrique australe, je voudrais exprimer notre inquiétude par rapport à la situation au Zimbabwe et appeler au calme et à la retenue, en particulier chez les forces de défense et de sécurité du Zimbabwe. Dans la nuit de mardi, des coups de feu ont été entendus près de la résidence de Mugabe. L'armée zimbabwéenne a pris mercredi le contrôle des rues de la capitale Harare. Dans la matinée, des soldats et des véhicules blindés ont barré l'accès des automobiles au Parlement, au siège du parti au pouvoir et à la Cour suprême. Les tensions ont commencé à s'exacerber le 6 novembre suite au limogeage du vice-président Emmerson Mnangagwa. Longtemps pressenti comme le successeur de Robert Mugabe à la tête du pays, une place de plus en plus convoitée par la première dame. Dans ce face-à-face, Grace Mugabe a réussi à écarter son adversaire, mais c'était sans compter sur le soutien dont Mnangagwa dispose au sein de l'armée. Le 13 novembre, le chef de l'armée, le général Constantino Chiwenga, a adressé une mise en garde sans précédent au parti au pouvoir, dénonçant l'éviction du vice-président. Il a indiqué que l'armée n'hésitera pas à intervenir si la purge visant ceux ayant lutté pour l'indépendance ne cessait pas. Le 14 novembre, la ZANU-PF accuse le général Constantino Chiwenga de trahison. La réplique du chef de l'armée ne s'est pas fait attendre car le lendemain, Mugabe était aux mains de l'armée. L'heure maintenant d'accueillir nos invités. Avec moi sur ce plateau, Jean-Victor Nkolo du bureau du conseiller spécial pour l'Afrique auprès du secrétaire général de l'ONU. Et via Skype de Harare, John Stewart, vice-président du Forum des ONG pour la défense des droits de l'homme au Zimbabwe. John Stewart, je commence par vous. La situation est toujours confuse ce jeudi. Est-ce un coup d'État militaire qui a été perpétré au Zimbabwe ? En fait, ici, on ne le voit pas comme coup d'État. En fait, les déclarations des militaires ici étaient très claires qu'ils n'interviendront pas dans la gouvernance du pays. Ils veulent faciliter une transition facilitée par les militaires
Il s'agit en fait plutôt de régler quelques comptes au sein du parti ZANU. Et non pas. On va entrer en profondeur tout à l'heure. Mais Robert, dites-moi, oui, on va entrer en profondeur dans ces détails tout à l'heure. Alors, Robert Mugabe, retenu apparemment à son domicile, mais se porte bien d'après son ami, le président sud-africain Jacob Zuma. Les militaires, pour leur part, disent que Mugabe et sa famille sont sains et saufs. Mais dites-nous, John Stewart, que savez-vous ce jeudi du sort de Mugabe et de sa femme, Grace? Qu'est-ce qu'on est en train de dire en ce moment à Harare sur eux? Mugabe a entretenu une rencontre avec les militaires à son bureau officiel au centre de Harare. Et donc, il est sorti de sa maison qui se trouve à 10 km au nord de la ville. Ouais. Et donc, il semble être sain et sauf. On a vu des photos qui sont sorties par le journal principal du pays. Sa femme est toujours à Harare, bien qu'on a eu des rumeurs, et la ville est pleine de rumeurs, qu'elle était partie vers la Namibie. Mais il semble que c'est faux et elle est toujours à Harare. D'accord. Et dites-nous brièvement, dans les rues, comment réagissent les Zimbabwéens face à ce coup de force militaire? La capitale est-elle en train de fonctionner normalement ce jeudi? Complètement. Hein. Il n'y a pas eu des empêchements de quoi que ce soit, sauf que les bâtiments tels que le Parlement et quelques bureaux du gouvernement ont été contrôlés par les militaires, ainsi que l'aéroport. Ouais. Mais les vols internationaux sont arrivés, les gens ont pu circuler sans problème, les banques étaient ouvertes, tout fonctionnait. En général, il y a très peu de gens qui agissent contre cette action des militaires. Les gens, en fait, plutôt se réjouissent de cette situation, bien que on est toujours dans l'incertitude. Effectivement, en fait, on a vu des images là où on voit des Zimbabwéens en train de célébrer quelque part. Ils disent que c'est un cadeau avant Noël. En tout cas, pour le chef d'État guinéen, Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, il s'agit d'un coup d'État. Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, appelle lui à la retenue. Jean-Victor Nkolo, l'ONU est-elle en mesure de dire ce jeudi que c'est effectivement un coup d'État qui a été perpétré au Zimbabwe? Les militaires qui ont pris leur action disent eux-mêmes qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État. C'est ce qu'ils disent tous, n'est-ce pas? Mais nous connaissons un peu l'histoire des coups de force en Afrique. Il faut tout d'abord souligner que la situation peut évoluer, dans un sens comme dans un autre. Une journée, une semaine dans la vie politique d'un pays, cela peut représenter beaucoup. Ouais. Je crois que dans un premier temps, les appels qui ont été lancés, notamment par le secrétaire général des Nations Unies, sont effectivement très importants. Premièrement, le calme. Ouais. Je pense que l'Afrique doit éviter toute effusion de sang. La vie n'a pas de prix. Le Zimbabwe est un pays très important et je pense que ce que démontre cette situation, c'est que les États africains et les sociétés que les dirigeants, n'est-ce pas, gouvernent, doivent faire davantage de place à ce qui est prévisible. C'est la question des institutions et non pas la question des personnes. D'accord. Alors, il y a 2 ministres sud-africains qui ont été envoyés à Harare par Jacob Zuma. Il y a également un prêtre catholique qui joue les intermédiaires entre Mugabe et l'armée. Alors, Jean-Victor, l'ONU va-t-elle intervenir? Comment pourra-t-elle aider à résoudre la crise? Tout comme dans les questions de maintien de la paix, on ne va maintenir une paix que quand il y a une paix à maintenir. Et comme dans la situation politique que connaît le Zimbabwe, que connaissent d'autres pays, encore faut-il qu'il y ait clarté. Clarté dans ce qui se passe, clarté dans les acteurs, mais aussi clarté, une fois qu'on a identifié les acteurs, dans leur vision et dans leur programme. L'ONU ne va pas s'engouffrer et s'interposer à la place des Zimbabwéens. Je pense qu'il faut saluer l'intervention de la société civile, mais aussi des pays avoisinants. Dans un premier temps, il faut reconnaître d'abord la prééminence des États de la sous-région, les États de la SADC, de l'Afrique australe. Et puis il faut reconnaître aussi l'importance de l'Union africaine. Vous savez que l'Union africaine a un certain nombre de dispositions dans ces cas-là. L'Union africaine ne va pas intégrer en son sein des entités qui sont arrivées au pouvoir par la force des armes. Ça, c'est maintenant une chose qui est parfaitement établie. Donc,
pour les Nations Unies, nous sommes dans un partenariat très important avec l'Union africaine et il s'agit souvent, et c'est un cas comme celui-ci qui en fait davantage la démonstration, de donner la chance à ceux qui sont plus près de l'action sur le terrain de jouer leur rôle et leur rôle parfaitement. Je pense qu'avant tout, il faut d'abord reconnaître la responsabilité des Zimbabwéens eux-mêmes à régler leurs problèmes. D'accord. Évidemment, vous êtes un diplomate avant tout. Je ne voudrais pas vous demander à commenter vraiment ce qui se passe maintenant au Zimbabwe, mais est-ce la fin de ce long règne de Mugabe dans ce pays, après 40 ans, pratiquement 40 ans au pouvoir ? Disons que je ne vais pas parler... Vous suivez l'actualité, oui, évidemment, vous connaissez l'actualité. Je ne vais pas parler ici en tant que fonctionnaire international, encore moins diplomate, mais je vais surtout parler en tant qu'Africain. Je pense qu'il y a une page quelque part qui est en train de se tourner. Les pays africains, en règle générale, ont eu leurs indépendances dans les années 60, pour toutes les raisons historiques que l'on connaît. Le Zimbabwe, quant à lui, a eu son indépendance en 1980, après une longue lutte de libération lutte dans laquelle Robert Gabriel Mugabe a joué un rôle important. C'était notamment la lutte en Rhodésie. Lutte pour laquelle les pays africains ont fait front et se sont solidarisés pour que ce dernier pays puisse avoir son indépendance. Et je pense que s'il y a encore des doutes ici et là, s'il y a une situation qui reste encore évolutive, c'est précisément parce que Mugabe a joué un rôle historique qu'on ne peut effacer ou balayer comme ça de la main. Je pense qu'il y a surtout la question sur la première dame du Zimbabwe, le rôle des militaires, le rôle de l'opposition, le rôle des institutions. Je pense qu'il faut attendre que tout ce conglomérat se remette dans le diapason d'une sortie heureuse. Nous sommes rejoints par Jean-Claude Zamba. Jean-Claude Zamba qui est secrétaire général de l'Alliance pour la démocratie en Afrique. Il nous rejoint de Washington, D.C. Alors Jean-Claude, si vous m'entendez, on sait que les vétérans de la guerre d'indépendance ont longtemps été pour Mugabe un soutien indéfectible. Comment expliquer le fait que ces anciens combattants l'aient publiquement lâché ces dernières semaines, lâché également par beaucoup au sein de son propre parti, la ZANU-PF? Pourquoi se sont-ils trahis par Mugabe, d'après vous? Bonjour Jacques et merci de m'avoir invité à votre émission. Par rapport au Zimbabwe, quand on regarde la lutte d'indépendance qui a longtemps qui a été un exemple pour pas mal de pays en Afrique qui voulaient vraiment leur indépendance, nous nous retrouvons devant une situation où beaucoup de ces anciens combattants ont toujours en image ce qui s'est passé, la lutte qu'ils ont eu à faire, les sacrifices qu'ils ont eu à faire, et se retrouver devant une situation où la première dame, qui est notamment née en Afrique du Sud et qui n'a pas vraiment en fait connu ce qu'a été cette guerre d'indépendance, veulent comme ça de mettre de côté tout le monde et même les personnes qui ont été de grands supports de Mugabe pendant très longtemps de côté. Et le fait que ces anciens combattants ont pu voir ça, ils n'ont pas aimé, en fait, pour eux, c'était comme si la première dame, en fait, leur manquait de respect. Parce que la première dame, en fait, venait avec des comportements assez arrogants, de dire, bon, oui, la guerre d'indépendance, ça c'est le passé, maintenant il faut faire avancer le pays. Et ils pensent qu'ils ne méritent pas, pour ceux qu'ils ont donnés, ils ne méritent pas qu'ils soient traités de cette façon. Donc pour eux, ça a été comme un manque de respect. Oui, Jean-Claude, il apparaît qu'on a un problème technique en ce moment. Alors, moi, je vous entends. Je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, en tout cas, Grace Mugabe a obtenu que son époux limoge son dauphin présumé, le vice-président Emmerson Mnangagwa, un ancien combattant de la guerre d'indépendance. D'après vous, John Stewart, est-ce la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour les vétérans de la guerre de libération, dont l'actuel chef de l'armée, le général Constantino Chiwenga? En fait, dans un certain sens, c'est vrai, mais ce n'est pas le travail d'un moment. Mugabe a épousé Grace en 1996 et elle n'était pas de la génération des combattants. Comme Jean-Claude a dit, elle est née en Afrique du Sud. Mais depuis 3 ans à peu près, elle a commencé à se faire voir dans les structures de la ZANU. Et autour d'elle, elle a regroupé une des fractions de la ZANU qui s'appelle le G40, qui comprend surtout des jeunes, des plutôt jeunes,
des gens qui ont l'âge des 40 ou peut-être 50, alors que les vétérans de la guerre sont plutôt âgés. Mnangagwa, par exemple, a 75 ans, Mugabe lui-même 93. Et en fait, c'était une division politique mais de politique personnelle, non pas de politique des politiques réelles entre ces deux groupes. Oui. Et donc, Grace Mugabe a commencé à se faire voir et à monter dans les structures de la ZANU jusqu'à ce qu'elle devienne, il y a peut-être 18 mois, la présidente de la structure des femmes du parti ZANU. Et en fait, c'était la tension entre ces deux groupes, le groupe 40 et le groupe autour de Mnangagwa, qui étaient plutôt les il y a des Zimbabwéens qui la surnomment Gucci Grace et même Disgrâce, donc elle n'est pas très bien vue. Hein. Et d'ailleurs, il y a certains, je crois, qui disent, je ne sais pas si, peut-être Jean-Claude, si vous avez fait des recherches, et en fait, elle est originaire de l'Afrique du Sud, n'est-ce pas, très rapidement? Oui, de parents zimbabwéens qui, comme pendant toute la guerre d'indépendance, les Zimbabwéens se retrouvaient à l'extérieur, mais elle est en fait de parents zimbabwéens, mais elle est née en Afrique du Sud. D'accord. Alors, à quoi faut-il s'attendre maintenant pour le Zimbabwe? Ce sera dans la deuxième partie de Washington Forum. Restez avec nous, s'il vous plaît. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Jacques Aristide, de retour avec vous. Plein feu sur le coup de force militaire au Zimbabwe. Que pensent les Africains de cette opération de l'armée, jusque-là considérée comme un pilier du régime de Robert Mugabe? Micro-trottoir dans les rues de Kinshasa et Ouagadougou. Mugabe a bien raison de rester d'abord au pouvoir et de voir comment est-ce que ça peut se terminer. Sinon, ce n'est pas du tout bien que l'armée prenne le pouvoir et que non, on aura une transition on va recommencer les choses. Donc ce qui n'est pas du tout bien. Moi, je suis très content de ce que les militaires ont fait parce qu'avant d'intervenir, ils ont déjà averti le président pour dire ce que vous êtes en train de faire. Si vous ne vous entendez pas, nous, on va intervenir. Et on ne peut pas laisser un président qui est déjà avancé en âge, 93 ans, faire ce qu'il veut par rapport à sa femme. Donc, je crois que c'est la femme qui a tout bouleversé, celui qui a tout ménagé. Dans toutes les nations du monde, nous savons que l'armée est apolitique. Si le chef d'état-major général a pris cette décision avec âme et conscience, qu'il est là pour veiller sur la souveraineté et l'intégrité territoriale du Zimbabwe, pour que la paix puisse régner, nous sommes d'accord. Mais s'ingérer directement dans la politique, là, c'est pas bon. Parce que nous savons que l'armée a été toujours apolitique. Mais remettre de l'ordre, nous sommes d'accord avec ça. C'est malheureux que les Zimbabwéens n'ont pas pris le temps, n'ont pas tiré leçon de ce qui s'est passé dans d'autres pays. Et ils se bagarrent comme ça. Et Mugabe va partir. Mais qu'est-ce que le Zimbabwe va devenir? Non, c'est clair. Les autres présidents doivent tirer les leçons de la Zimbabwe. Et quand vous cherchez toujours à s'accrocher, vous créez des alibis pour rester toujours longtemps au pouvoir et tout. Et l'armée, la police sont au service du peuple, peuvent aussi réagir. C'est quand même malheureux que ça se termine ainsi, parce que je trouve qu'ils ont eu un bon président pour faire avancer son pays selon les réalités africaines. Mais si ça s'est terminé comme ça, c'est vraiment dommage et c'est malheureux. Et voilà, nous retrouvons nos invités de Harare, la capitale zimbabwéenne, John Stewart du Forum des ONG pour la défense des droits de l'homme au Zimbabwe, de Washington, Jean-Claude Zamba de l'Alliance pour la démocratie en Afrique, et à mes côtés à New York, Jean-Victor Nkolo du Bureau du conseiller spécial pour l'Afrique auprès du secrétaire général de l'ONU. Alors, d'après l'agence Reuters, des documents émanant des services de renseignement suggèrent qu'Emerson Mnangagwa prépare depuis plus d'un an l'après-Mugabe avec l'armée et l'opposition. Justement, le retour mercredi soir à Harare
du chef de l'opposition Morgan Tsvangirai, qui était soigné à l'étranger pour un cancer, alimente les spéculations selon lesquelles le projet pourrait être à l'œuvre en ce moment. John Stewart, brièvement, à quoi donc faut-il s'attendre maintenant? Y aura-t-il une sorte de gouvernement d'union nationale? En fait, c'est ce on espère que ça soit l'éventuel résultat de cette intervention militaire. Mais on est loin de là à ce moment, parce qu'il y a toujours la question de la démission du Mugabe. Et on veut passer par la loi et la Constitution nationale, et c'est sur la Constitution que les militaires ont insisté. Et donc la question, c'est plutôt d'abord qui va succéder à Mugabe comme chef de la ZANU et peut-être ensuite comme chef de l'État intérimaire jusqu'aux élections qui auront lieu l'année prochaine. Les discussions entre les partis différents, le parti de l'opposition du mouvement pour le changement démocratique de Morgan Tsvangirai et d'autres, le ZAPU de Miso Dabengwa, ancien chef de la ZAPU, en fait, sont en train. Et depuis un certain temps, les contacts sont là. Parce qu'on est passé par 5 ans de gouvernement conjoint entre 2009 et 2013. Et donc, ils se connaissent. Alors, si vous me permettez de vous interrompre, Jean-Victor, serait-il acceptable que l'armée négocie, je m'excuse, serait-il acceptable que l'armée négocie une transition au profit d'Emmerson Mnangagwa? Je pense que... C'est-à-dire qu'il serait à la tête... Non, attendez, en fait, je pose la question à notre ami de l'ONU. Je pense que ce qui est le plus important en réalité, c'est que les processus, les négociations aboutissent à ce qui satisfait ou renforce la gouvernance, non pas les personnes. Je m'explique. Il est important, je pense, que l'armée, une fois qu'elle a pris cette action et qu'elle a dit que ce n'était pas un coup d'État, renforce non pas l'idée de placer une personne plutôt que telle autre, mais peut-être renforce davantage un pays qui devrait en sortir plus fort au niveau de la gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, ça peut être un tel, un vice-président, et demain, ça peut être un autre. Donc il faut, à mon avis, aller au-delà de la question des personnalités fortes, mais plutôt aller vers des institutions et des processus encore plus forts. Oui, en même temps, l'armée, pourquoi elle ne dit pas que c'est un coup d'État? Elle ne veut pas se mettre à deux avec des ONG, avec l'Union africaine, avec l'ONU, etc. Et d'ailleurs, après le coup en Égypte, l'Égypte avait été exclue de l'Union africaine, n'est-ce pas? Donc, évidemment, ils ne viendront pas de l'avant pour dire que c'est un coup d'État. En même temps, l'armée ne veut pas se mettre à dos avec toutes ces institutions internationales. Pas seulement se mettre à dos, mais aussi ne pas tomber dans l'illégalité, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Or, selon la constitution de certains pays, un coup d'État est parfaitement illégal. Et l'Union africaine n'acceptera de toutes les manières pas un leader qui sera issu à la tête d'un pays par la voie des armes. C'est donc important qu'ils aient dit ça, et je pense qu'il faut véritablement bien écouter ce que l'armée dit. Ce qu'ils veulent dire en réalité, c'est qu'ils ne sont pas là pour jouer un rôle, mais pour garantir, et il faut espérer qu'ils vont effectivement le faire, pour garantir au Zimbabwe une sortie heureuse vers une crise que l'armée n'a pas créée. Mais pour le moment, à part Emmerson Mnangagwa, on ne voit vraiment personne d'autre. Et on sait d'ailleurs, après son limogeage, que ça a créé pas mal de frustration parmi les vétérans et l'armée. Mais Jean-Claude Zamba, Mugabe a retourné des situations impossibles, maîtrisé ses plus grands ennemis et conservé le pouvoir contre toute attente. Alors peut-il s'accrocher une fois de plus? Je pense que c'est une opportunité pour lui de montrer qu'il est un grand homme. Par rapport au coup d'État, si on peut l'appeler ainsi, ou la prise de position des militaires, je pense que ça a été mûrement réfléchi et qu'en ce moment, la question est de savoir s'il serait plus important pour garder une certaine stabilité de laisser M. Mugabe terminer son mandat avec des garanties qu'il ne va pas essayer de changer la Constitution ou de placer sa femme, mais de laisser la Constitution régner. C'est une opportunité. D'un autre côté, M. Emmerson avait été limogé. Donc, à ce niveau-là, au niveau de la Constitution, il y a comme un vide qui va se mettre en place. Donc, je pense que c'est à ce niveau où certaines négociations sont en train d'être faites. Mais je pense que Mugabe, en tant qu'homme réfléchi, a compris le message. Et je pense qu'il s'en sortira de façon saine et montrer qu'il est un grand homme.
Voilà, je vous propose très rapidement 2 commentaires Facebook. Abdoulaye Traoré, Abidjan, Côte d'Ivoire. En descendant dans l'arène, l'armée entend mettre un terme aux ambitions présidentielles du clan de Madame Mugabe. L'armée ne va pas se retirer lorsqu'elle aura suffisamment fait le ménage pour assurer ses arrières en neutralisant toute velléité, y compris en son sein. Et Pierrot Condé, Kisantu RD Congo, c'est la faute à Mugabe qui pense qu'il est éternel et ne veut pas quitter le pouvoir malgré l'âge et le temps passé au pouvoir. Que cela inspire les autres comme Guinée équatoriale, Cameroun, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Tchad. Et voilà, alors beaucoup accusent Mugabe d'avoir ruiné l'économie de ce pays qui était pourtant l'un des États les plus prometteurs du continent africain. 3 Zimbabwéens sur 4 sont au chômage. Certains n'oublient pas non plus la campagne d'expropriation des terres agricoles appartenant aux fermiers blancs. John Stewart, quel avenir pour le Zimbabwe en 2 mots? En fait, la malaise du pays n'était pas surtout politique, mais était surtout économique. Et les gens qui se réjouissent parce qu'ils attendent des changements économiques. Le pays a subi une chute économique énorme à partir d'une situation où, dans les années 90, c'était un des pays les plus riches avec la population le mieux payée de l'Afrique. Mais maintenant, on a une carence totale d'argent. Les banques n'ont pas de liquidité. En fait, la production est à peu près le tiers de ce qu'il était dans le secteur industriel, de ce qu'il était il y a 20 ans. Donc, il y a beaucoup de possibilités de rétablir la situation parce qu'il y a une infrastructure importante. On a des rues et en fait, la situation de l'électricité, la communication sont très bien organisées. Et donc, la possibilité de refaire l'économie reste très important, et d'autant plus qu'une grande partie de la population zimbabwéenne qui est à l'extérieur, peut-être le tiers de la population, veulent réellement rentrer dans le pays, ou au moins une grande partie d'entre eux. Donc, évidemment, on va suivre toute cette situation. Jean-Victor, l'ONU est-elle confiante que ce pays va sortir de cette crise sans heurts, sans effusion de sang, très rapidement? Je crois qu'il faut faire confiance au peuple zimbabwéen, qui est un peuple historiquement très important, y compris avant la question de la colonisation, n'est-ce pas? Tous ces empires du Monomotapa et partout en Afrique australe ont tout de même produit une cosmogonie et une histoire qui a fait que les Zimbabwéens, quand ils ont combattu contre le racisme et contre la colonisation, ont montré leur force. Donc ce n'est pas en 20, 25, 30 ans que cela va changer. Je pense qu'il faut faire confiance aux Zimbabwéens, c'est des gens remarquables. Le calme que l'on remarque à Harare et ailleurs actuellement, c'est déjà pratiquement c'est déjà une victoire. Donc pour un peuple qui a combattu la Rhodésie, c'est véritablement formidable. Jean-Claude, 10 secondes. Faut-il toutefois craindre un retour de bâton? Que risquent les putschistes une fois qu'ils ont été identifiés? Je ne pense pas qu'ils risquent grand-chose. Je pense qu'ils ont été patriotes. Ils ont vu une situation qui pouvait dégénérer dans une guerre de tranchées. Et ils ont intervenu quand il fallait intervenir. Et je pense que la communauté internationale, même sans le dire, appuieront que ces putschistes ne soient pas, qu'il n'y ait pas de bâton contre eux. Et voilà, on entend le générique. Jean-Claude, point final à ce Washington Forum. Plein d'informations sur les événements en cours au Zimbabwe sur voaafrique.com où une page a été créée. Merci à nos invités et à mes collègues de Washington et New York. Et merci à vous, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous. C'était Jacques Aristide avec vous. À très bientôt. Take care.